Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être parmi nous. Je m'appelle Marie-Ève Janvier. Alors, je me présente, chanteuse à mes heures depuis bien des années, animatrice également de l'émission L'amour est dans le pré depuis 6 ans. Sur VTL, une émission où on aide des agriculteurs à trouver l'amour, puis on le fait bien depuis déjà 6-16 ans déjà. Fière porte-parole de la journée Porte ouverte sur les fermes du Québec, organisée par l'Union des producteurs agricoles depuis 6-16 ans déjà. Et aujourd'hui, votre animatrice pour ce webinaire est très heureuse d'être présente parmi ces gens que je vous présenterai sous peu et que j'ai bien hâte de vous présenter. Alors, on est ici pour cette édition spéciale du webinaire qui est organisé en vue du sommet de l'alimentation du Québec qui se tiendra le 17 novembre prochain, mais aussi en vue de la nouvelle politique bioalimentaire du Québec qui sera divulguée au printemps 2018. Alors, l'objectif du webinaire, c'est d'entendre des experts du milieu se prononcer sur les orientations à donner à la future politique bioalimentaire québécoise et de rendre accessible au grand public, dans une formule encourageant les échanges entre les panélistes, les enjeux prioritaires québécois en matière d'agriculture. Et on a un thème, et le voici, on met la table en vue de la future politique bioalimentaire. Et ça se passera sous, ce thème aura en fait 3 sous-thèmes. Donc, on s'est servi de la table. Nous débuterons par l'entrée. Alors, pour le volet produit ici, qui couvrira les enjeux du territoire, il y a pour le plat principal, le volet par des entreprises d'ici, qui couvrira les enjeux économiques. Et finalement, au dessert, le volet répondant aux attentes d'ici, qui abordera les enjeux environnementaux. Alors, pour chacun des services, un de nos experts va nous présenter son point de vue pour une période de 5 minutes. On espère 5 minutes, mais je pense que certains déborderont. On entendra pour chacun des thèmes les réactions de Marcel Groslot, président de l'Union des producteurs agricoles. Bonjour, Marcel. Bonjour, Marie-Ève. Vous allez bien? Oui, très bien. Vous permettez que je vous tutoie, Marcel? Oui, absolument. Excellent. Et on entendra aussi les réactions de Michèle Lalancette, présidente de la Fédération de la relève agricole du Québec. Salut, Michèle. Bonjour, Marie-Ève. Ça va bien? Très bien. Alors, nos panélistes répondront à vos questions pour chacun des thèmes dans un échange qui durera une quinzaine de minutes. Je vous invite donc dès maintenant à nous écrire. Écrivez-nous vos questions pour qu'on puisse y répondre. En fait, on va tenter de répondre à un maximum de questions. Facile, allez dans la section questions qui se trouve directement sous votre fenêtre de visionnement. Et viendra à la fin de tout la conclusion de ce webinaire et des points de vue, et de la conclusion surtout de chacun de nos invités aujourd'hui. Alors, avant de commencer, laissez-moi vous présenter nos 3 experts invités. D'abord, M. Karel Méran, directeur pour le Québec et l'Atlantique de la Fondation David Suzuki et président de Réalité climatique Canada. Bonjour, Karel. Bonjour. Daniel Mercier-Gouin, professeur titulaire de la chaire d'analyse de la politique agricole et de la mise en marché collective à l'Université Laval. Bonjour. Bonjour, Daniel. Et finalement, Sidney Ribault, cofondateur et directeur général d'Équiterre. Bonjour, Sidney. Bonjour. Alors, Marcel, est-ce que tu peux un peu nous mettre en contexte du pourquoi on est ici, en fait? En fait, l'Union des producteurs agricoles souhaitait cette rencontre-là pour qu'on puisse échanger nos points de vue sur que devrait être cette future politique alimentaire-là. Puis, pour nous, les producteurs agricoles, de se faire interpeller dans une politique alimentaire, c'est un peu nouveau. Parce qu'habituellement, on parlait d'une politique agricole. Et là, plus ça va, plus on parle d'alimentation, naturellement en y incluant l'agriculture. Alors, pour les 28 000 entreprises agricoles du Québec, cette future politique bioalimentaire-là va être déterminante parce que les gouvernements ont un rôle à jouer dans la façon dont l'agriculture se développe, dans l'accès au marché qu'on va cibler, aussi sur le type d'agriculture qu'on voudra produire ou qu'on voudra avoir ici chez nous. Alors, pour nous, les agriculteurs sont très impatients d'avoir cette future politique-là parce qu'on a eu quand même plusieurs consultations depuis les dernières années. Depuis les 10 dernières années, on est continuellement en consultation. On espère donc que cette fois-ci, cette politique-là sera bien adaptée aux besoins des entreprises agricoles, qu'elle répondra naturellement aux attentes des consommateurs, mais surtout qu'elle survivra dans le temps et qu'on permettra aux producteurs agricoles de pouvoir en profiter. Alors voilà un peu la raison pour laquelle on est ici. Puis aussi pour permettre aux gens intéressés par ce sujet-là
à se faire une opinion à partir d'intervenants qualifiés, spécialistes dans chacun de leurs systèmes, à se faire une opinion sur les enjeux de cette future politique-là. Très bien. Merci, Marcel. Alors, bien, c'est parti. On débute avec l'entrée. Produit ici, territoire. Karel Méran, directeur pour le Québec de la Fondation David Suzuki, comme je disais précédemment, président de Réalité climatique Canada. Alors, voici la présentation officielle. Avant de se joindre à la Fondation, il a été cofondateur du Centre international Unifera, où il a créé le programme de compensation des gaz à effet de serre planétaires. Karel Méran œuvre depuis 15 ans dans le domaine du développement durable. Il a conseillé plusieurs gouvernements et agences des Nations unies. Il a également été conseiller de Pierre-Marc Johnson, ancien premier ministre du Québec, sur les enjeux de développement durable pendant plus d'une décennie. Alors, Karel, pourquoi c'est important, cette politique? Bien, à long terme, hein, ce qu'on essaie d'assurer, c'est la sécurité alimentaire et la souveraineté alimentaire du Québec. Et avec l'arrivée des changements climatiques, un peu partout dans le monde, on se rend compte que les terres agricoles se dégradent. Il y a des terres dans le monde, il y a des zones qui sont en train de se désertifier. Et on sait, avec les modèles climatiques, que durant le présent siècle, on va perdre de manière absolue des terres agricoles dans le monde et d'autres terres vont tout simplement être moins productives. Donc, la capacité de se nourrir de manière générale dans le monde va diminuer. Et dans ce contexte-là, il y a de plus en plus de pays ou de groupes financiers qui commencent à avoir dans les terres agricoles une valeur refuge. Hein? Si on veut, c'est un peu comme, je ne sais pas comment l'appeler, peut-être l'or vert hein, du futur, c'est de posséder des terres pour des pays qui vont permettre à ces pays-là de pouvoir avoir une sécurité alimentaire dans le futur. Au Québec, quand on se projette dans l'avenir, dans quelques décennies, on se rend compte d'abord notre durée, les saisons de culture se sont allongées. Donc, nous, on est un petit peu avantagés. On n'aura pas de désertification. On va continuer d'avoir beaucoup d'eau, des bonnes terres et donc un climat qui se réchauffe. On va quand même faire face à des sécheresses. On va quand même faire face à une variabilité plus importante. Donc, il n'y aura pas que des bénéfices pour le Québec. Mais le Québec, de manière générale, est un endroit dans le monde qui peut préserver sa sécurité et sa souveraineté alimentaire. Mais si nous, on le sait, d'autres le savent aussi. Et donc, le risque ici, l'important pour nous, c'est de conserver notre territoire agricole intact et de s'assurer que nos terres agricoles servent aussi à nourrir des Québécoises, des Québécois. Et à travers une politique comme ça, ce qu'on fait, c'est qu'on jette les bases, puis on va pouvoir construire là-dessus pour l'avenir, pour faire en sorte que, d'abord, on protège notre territoire agricole. Il y a beaucoup de spéculation sur les terres agricoles, pas seulement de la spéculation de groupes financiers, mais souvent des terres agricoles que des gens achètent dans l'espoir qu'ils vont pouvoir les dézoner puis construire des maisons dessus. Dans d'autres cas, on va tenter de se les accaparer pour toutes sortes de raisons, pour des raisons financières. Et cette pression-là est très, très forte. Une terre agricole qui est perdue, elle est perdue pour toujours et c'est la capacité de nous nourrir dans l'avenir qu'on vient de perdre. Et même si c'est très payant pour un promoteur immobilier aujourd'hui d'aller chercher ces terres-là, pour le Québec, à long terme, pour nous, ça peut être très, très coûteux parce qu'évidemment, on perd cette capacité-là. Mais il y a d'autres aspects aussi, c'est qu'on doit aussi avoir la possibilité de produire ici des produits qui nous nourrissent, nous. Et donc, ça nous prend les réseaux de distribution au cours, ça nous prend l'agriculture de proximité, ça nous prend la capacité de promouvoir nos produits, puis que nos produits ici au Québec trouvent leur marché. Et donc, tout ça, on est là-dedans dans une politique agroalimentaire. Pour moi, ce que je vois, c'est dans 30 ou dans 40 ans, un Québec qui n'a pas de problème de sécurité alimentaire, qui est capable de se nourrir, alors que dans d'autres endroits dans le monde, peut-être qu'on ne sera plus autant capable de le faire. Hein. Puis vous savez, les Chinois, par exemple, en sont conscients, sont en train d'acheter beaucoup de terres en Afrique. Et donc, ça, c'est très, très précieux. C'est une ressource stratégique pour nous, nos sols, nos terres agricoles et notre capacité de produire pour nous nourrir nous-mêmes. Merci, Karel. Réaction? Madame? Bien, vous savez, pour la relève agricole, en fait, l'accaparement des terres, le fait que... Moi, j'aime mieux parler de financiarisation des terres parce que le problème est vraiment là, est un problème, est un enjeu important pour la relève agricole, puisque de plus en plus, la relève agricole ne vient pas du milieu agricole, donc n'ont pas des terres ancestrales à cultiver, doivent s'en trouver.
Donc, deviennent en compétition avec des promoteurs financiers qui ont des moyens énormes. Donc, la relève qui vient d'arriver sur le marché, qui n'a pas beaucoup d'acquis, a beaucoup de misère à concurrencer ces gens-là. Donc, on se ramasse avec des jeunes qui, souvent, commencent leur production en location avec très peu d'assurance de pouvoir continuer leur production à long terme, au profit de grandes organisations qui, finalement, viennent profiter de la spéculation qui vient de fait, là. C'est pas... Puis quand on parle de spéculation, c'est pas de la spéculation de on achète une terre pour la vendre dans 2 ans 2 fois plus cher. Non, c'est juste de l'avoir dans son portefeuille. Le fait que la valeur mondiale des terres agricoles augmente parce qu'ils deviennent de plus en plus rares, parce que la demande est de plus en plus là, on a de plus en plus de gens à nourrir, fait que la terre agricole prend de la valeur par elle-même sans même avoir de transactions à faire. Donc, c'est une bonne chose, mais ça met une grande pression pour la relève, là. Oui, effectivement. C'est sûr qu'un producteur qui a déjà des terres trouve ça intéressant. Sa terre prend de la valeur alentour, mais pour la génération suivante de producteurs, puis même pour le producteur, quand lui voudra céder à ses enfants ou à une relève potentielle, va avoir beaucoup de difficultés juste de par la valeur que l'entreprise prend, sans même avoir fait d'amélioration dessus. Si je peux me permettre, c'est qu'un grand groupe financier qui achète des terres agricoles va chercher à maximiser son rendement. Et le jour où il y a un dilemme entre nourrir des Québécoises et des Québécois et nourrir le plus offrant sur les marchés mondiaux, il va nourrir les plus offrants sur le marché mondial. Un agriculteur qui est dans sa communauté, dans sa collectivité, va d'abord vouloir, même si c'est un petit peu moins payant, probablement avoir une plus grande probabilité de vouloir nourrir sa collectivité plutôt que les grands marchés étrangers. Et c'est ça aussi qui est... Quand les gens vivent dans la communauté, le contact n'est pas le même que quand ce sont des grands groupes anonymes. Mais Marcel, oui, pardon. Juste pour compléter, c'est pour ça que nos demandes, c'est de faire en sorte que la terre agricole reste au producteur, qui, lui, va rester ancré dans son milieu, va rester ancré dans son milieu de vie, dans son territoire. Ouais. Puis, on en reparlera peut-être en économie tout à l'heure, mais ça fait une industrie qui va rester sur place et qui va nourrir, qui va faire profiter son milieu sur place. Ouais. Marcel? Bien, ce qu'on voit, c'est que depuis 20 ans, là, si on ramène ça à l'échelle du Québec, le prix des terres agricoles a augmenté de 800 %. Il n'y a pas beaucoup de placements qui ont offert un rendement semblable. Alors, c'est sûr que pour les producteurs agricoles qui détiennent des terres, c'est intéressant, mais ça crée un problème économique, c'est qu'il y a une dissociation entre la valeur des terres agricoles et le rendement agroéconomique des terres agricoles, peu importe la culture qu'on y pratique. Alors, pour un producteur, de prendre de l'expansion, lui, il doit utiliser uniquement son rendement agroéconomique pour financer une autre acquisition. Pour un jeune de la relève, c'est la même chose. Alors, cette dissociation-là fait en sorte qu'éventuellement, les producteurs ne pourront plus acheter des terres agricoles. Ça ne sera plus dans leur possibilité d'acheter des terres agricoles si on laisse aller. Il y a des États où, allons pas très loin, le Saskatchewan, par exemple, a interdit les fonds d'investissement et les banques d'acheter des terres. Ils ont passé une réglementation pour limiter l'acquisition des terres par ces groupes-là. Alors, c'est quelque chose qu'on pourrait avoir ici. Ici, on a une loi de la protection des terres agricoles. Donc, pour dézoner une terre ou en faire un autre usage que l'agriculture, il y a la commission qui doit donner son autorisation. Puis on sait que ce n'est pas parfait. Mais si, en plus, on laisse les terres aller entre les mains de quelques propriétaires, de grands propriétaires ou de fonds d'investissement, bien, c'est sûr que notre modèle agricole va nécessairement changer. Et je revenais à la politique, puis je faisais référence au modèle agricole qu'on veut chez nous. Si on veut maintenir un modèle agricole d'entrepreneurs agricoles, il faut y voir maintenant. Là, la question des terres et la possession des terres est à la base du modèle agricole qu'on a actuellement. Il faut voir à long terme, là. Oui. On vous a demandé de nous écrire des questions. Bien, on va entrer dans cette période de questions. Évidemment, si vous vous sentez interpellé, bien, parlez, tout simplement. Alors, première question. Une dame qui nous écrit. Alors, je suis personnellement effrayée de voir que le Québec perd encore et toujours des superficies de terres cultivables. Que restera-t-il pour nos enfants? Bon, peut-être que vous y avez un petit peu déjà répondu, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire concrètement, immédiatement, pour freiner la financiarisation de l'agriculture et l'accaparement des terres à des fins spéculatives? Moi,
peut-être faire un commentaire. Oui. Il y a plusieurs, dans cette question-là, il y a plusieurs enjeux. Il y en a un premier, la perte de terre. Là, on va parler beaucoup plus de développement autre qu'agricole en zone périurbaine. Et là, il y a une réelle problématique. Il y a une loi de protection du territoire agricole, mais on a vu plusieurs exemples où le gouvernement lui-même passe au-delà de la loi pour dézoner, pour rendre disponible au développement. Donc ça, c'est une première problématique et à laquelle il faut s'attaquer parce qu'effectivement, et à chaque fois quand on parle des zones périurbaines, comme on a eu la mauvaise idée de construire Montréal sur les meilleures terres du Québec, bien, ça touche toujours les meilleures terres. Donc ça, c'est un premier problème. Et ça passe par la loi de protection du territoire agricole et le respect de ses prérogatives. Le deuxième élément, quand on parle de financiarisation ou de valeur des terres, alors il est vrai que la valeur marchande des terres est nettement supérieure à leur valeur économique. Mais d'où provient ce phénomène-là? Il n'est pas propre au Québec, mais en tout cas au Québec, ce n'est pas les fonds d'investissement qui font la majorité des achats de terres agricoles. Et là, je pense que ça interpelle le monde agricole lui-même. C'est-à-dire que certains producteurs agricoles, sur la base du capital déjà amassé par l'augmentation de la valeur des terres, payent des prix pour les terres nettement au-delà de la valeur économique des terres. Donc, ce sont les premiers acteurs de cette augmentation du prix des terres. Et effectivement, ça nuit à la relève. Et là, pour la relève, ça pose un autre questionnement, c'est que on dit la relève en agriculture, ça passe par la propriété. On fait toujours ce lien-là au Québec, mais il y a d'autres modèles possibles. Comme? Et la location en est un. Sauf que si on va vers ça, et là, ça interpelle aussi les pouvoirs publics, qu'est-ce qu'on fait pour réglementer le marché de location des terres agricoles? Et pour le moment, on n'a aucun de ces éléments-là qui est en place. Et c'est quelque chose qu'on pourrait créer? En fait, la location, s'il y avait un encadrement de la location, est-ce qu'il y aurait moins de propriétaires disposés à louer leurs terres? Et là, on ne donne pas plus accès aux jeunes et à la relève si ça devient encore plus difficile de louer des terres. Alors, parce que c'est sûr qu'il y a moyen d'imaginer d'autres modèles. Mais lorsqu'on vit aussi sur une terre louée, tu fais quoi pour bâtir une entreprise à long terme, par exemple dans l'élevage? Moi, j'ai besoin de mes terres pour répandre mon purin. J'investis dans un, peu importe le type d'élevage, j'emprunte sur 25 ou 30 ans. Mon banquier va vouloir s'assurer que les terres sur lesquelles je suis, là, dans 10 ans, va-t-il encore avoir accès à ces terres-là? Alors, bâtir une entreprise sur des terres louées, dans une production végétale, c'est peut-être plus facile. Dans une production animale, c'est probablement, dans le contexte actuel, là, impossible. Et au Québec, on est des éleveurs. On est 50 des terres et plus là, servent à produire du fourrage ou on est des éleveurs. Donc, c'est pour ça que, oui, je suis prêt à imaginer d'autres modèles, mais il faut vraiment mesurer où ils nous amènent, où ces modèles-là. Très bien. Moi, ce que je vois avec la location aussi, c'est que là, présentement, c'est les terres qui sont transigées, mais éventuellement, ça va être des bails de location ou des bails de fermage, des baux de fermage qui vont être transigés, qui vont devenir aussi chers et aussi difficiles à avoir accès en tant que relève. Tu sais, on va se retrouver comme en Europe, dans le fond, qui ont ce type d'affaires-là, mais que maintenant, le bail de fermage est tellement cher qu'ils ne sont pas plus capables de le transférer, tu sais. Fait que on va se retrouver avec le même problème, mais dans 50 ans. Fait que c'est juste repousser le problème plus loin. Je pense qu'il faut aller plus profond que ça. La question qui est soulevée, vous l'avez abordée un petit peu, amène aussi un enjeu environnemental extrêmement important, qui est toute la question de l'étalement urbain. Donc, une partie de la pression sur les terres agricoles provient de l'étalement urbain. On le voit à Montréal, on le voit à Québec, c'est surtout autour des grands centres urbains. Puis effectivement, on est en train de construire sur les meilleures terres agricoles. Et là, puisqu'on parle d'une politique gouvernementale, ça fait appel à toute la question de la cohérence entre les politiques publiques. On n'a pas une politique nationale d'aménagement du territoire au Québec.
Et on doit absolument réfléchir à ces questions-là parce que non seulement l'étalement urbain a un impact sur les terres agricoles, mais il y a un impact sur les finances publiques parce que l'étalement urbain, ça veut dire construire des nouvelles garderies, construire des nouvelles écoles et en fermer d'autres à d'autres endroits. Ça veut dire évidemment des déplacements qui sont de moins en moins soutenables au niveau, ne serait-ce qu'économique. La congestion routière à Montréal, il y a 1 million de véhicules de plus dans les 10-15 dernières années. On le voit, là, on le sent, tout le monde perd du temps, les entreprises perdent du temps. Alors, cette question-là de la protection des terres agricoles, je pense qu'il faut la lier à d'autres questions parce qu'il y a des solutions qui sont communes pourraient permettre à l'État de résoudre plusieurs problématiques d'un coup. J'ajouterais que le gouvernement du Québec nourrit lui-même la spéculation sur les terres agricoles parce que il envoie le signal, puis il y a un signal très dangereux qui est envoyé en ce moment avec le projet de loi, lequel donc C'est 75. 75? 85. Le projet de loi 85 qui dit le gouvernement va légiférer pour dézoner des terres agricoles par-dessus la tête de la Commission de la protection du territoire agricole au bénéfice de promoteurs immobiliers qui veulent faire des développements commerciaux, des développements immobiliers, des pôles logistiques, des choses comme ça. Alors, si je me place dans les souliers d'un promoteur immobilier, de quelqu'un qui veut spéculer sur des terres agricoles, j'achète, je fais des représentations auprès des décideurs municipaux qui, eux, vont aller à Québec demander des dézonages. Et là, si le député du coin s'adonne à être un ministre, bien là, il va travailler, il va faire travailler le dossier. Donc, le gouvernement du Québec, en ne mettant pas, si on veut, son pied à terre en disant « il n'y aura pas de dézonage agricole », nourrit cette spéculation-là. Et nourrit aussi toute la possibilité d'ingérence politique dans la gestion de nos terres agricoles, puis tout ce qui peut venir avec de choses qu'on n'aimera pas ici, mais qui sont malheureusement qu'on a vues par le passé dans des endroits comme Laval ou dans la couronne de Montréal. Et donc, on ne peut pas laisser... Il faut que le gouvernement du Québec soit clair, puis affirme très fermement que les terres agricoles, c'est une ressource stratégique, puis on ne va certainement pas les dilapider au profit, parce qu'il y a de la place là, pour construire des maisons dans le Grand Montréal, puis à Québec aussi. Là, on n'a pas besoin de... La seule raison pour laquelle on veut construire dans ces endroits-là, c'est parce que c'est payant pour les promoteurs. Et en plus, on a fait une route en terre agricole, qui est l'autoroute 30, qui n'aurait jamais dû être là. Donc, on a envoyé le signal à tout le monde, voici l'autoroute maintenant. Et donc, le gouvernement du Québec, je pense, a un examen de conscience très sérieux à faire sur son rôle dans la spéculation. Ouais. Vous répondez à plusieurs questions qui entrent, puis pour maximiser notre temps aussi, parce qu'on a d'autres sujets. Je vous en pose une autre de Simon Desmeules, qui demande si la Saskatchewan a fait une politique de protection des terres contre les banques. Le Québec fait quoi? Michel sourit, je ne sais pas si c'est bon signe. Nous, on avait demandé une forme de trêve sur 3 ans pour établir une réelle politique par rapport à la financiarisation des terres et l'accaparement également, parce que les solutions ne sont pas simples. On en a discuté un peu, puis c'est pas simple. C'est vrai que les producteurs jouent un rôle là-dedans. On avait dit pendant 3 ans, limitons à 100 hectares par année l'acquisition qu'une compagnie ou un producteur ou un individu pourrait faire pendant 3 ans. Et pendant ces 3 ans-là, assoyons-nous, faisons des recherches, vérifions qu'est-ce qui se fait ailleurs, puis voyons comment on veut que notre territoire agricole se développe, puis comment on peut le protéger, comment on peut le rendre accessible. Et ça, on n'a pas été entendu, puis ça n'a pas été retenu, mais c'était réellement une solution qui aurait permis une réelle discussion autour de l'enjeu. Faisons une trêve. Et lorsqu'on parle que ce n'est pas uniquement les producteurs qui sont responsables, oui, les producteurs sont responsables, je suis d'accord, mais ils sont aussi en compétition, les producteurs. Et si on prend une région comme le Lac-Saint-Jean, par exemple, quand une entreprise comme Pangea est arrivée là-bas, bien, le prix des terres a doublé en l'espace de quelques mois parce que cette entreprise-là achetait tout ce qui était à vendre. Et comme elle ne voulait pas avoir de compétition, bien, elle a fait monter les prix pour être certain que les premiers lorsqu'un producteur serait à vendre, bien, c'est eux qui seraient contactés. Alors, les producteurs autour ont subi cette influence-là. Ils ont été obligés de s'adapter. Ils ont suivi aussi. C'est ça, mais ils n'ont pas le choix. Alors, ils se sont dit, si on ne veut pas que Pangea jette, bien, il faut miser au moins la même chose que les autres. C'est ça. Si je veux avoir la terre de mon voisin, qui pour moi est est un avantage d'avoir la terre de mon voisin, puis ça coûte cher voyager puis d'une terre à l'autre. Fait que quand on est capable d'en avoir à côté, pour un producteur, c'est payant. Mais moi, je pense que la solution de faire une trêve, là, puis de limiter le nombre d'acres ou d'hectares que tu peux acheter dans une année,
serait une façon de s'asseoir calmement et de réfléchir à des solutions à long terme. Mais vous n'avez pas été entendu. On n'a pas été entendu. Ouais, c'est ça. Moi, Et j'ai là, on souri. est dans une nouvelle politique. Peut-être qu'on pourrait avoir ça dans la Ouais, nouvelle c'est ça. politique. Moi, j'ai souri parce que j'allais te répondre rien. Le Québec fait rien en attendant pour l'instant. C'est pas qu'on ne demande pas, c'est pas que. Puis en fait, la solution, c'est qu'on ne l'a pas encore trouvée. Comme Daniel l'a dit, ben oui, il y a des producteurs, c'est pas juste la financiarisation. Puis je suis la première à dire. Déjà, si on les stoppait, ça en calmerait peut-être déjà beaucoup. Mais ça ne règle pas tout le problème. On a peut-être à aller, comme je disais tantôt, aller plus profondément, aller voir plus loin, qu'est-ce qu'on peut travailler. Mais pour l'instant, la seule chose, on a eu une belle commission là-dessus, sur le territoire, puis tout ce qui est sorti de là, c'est qu'il faut faire un registre. Puis le registre On l'a pas détaillé, encore on vu. ne l'a pas encore vu. Il y a un manque de communication. Non, il y a Ça pas de fait... volonté. Non, il y a un manque de Il volonté, y a un laxisme, clairement. il y là. a un laxisme, ça frôle l'irresponsabilité. Juste vous donner un exemple. À Vancouver puis à Toronto, il y avait beaucoup de capitaux chinois qui venaient acheter l'immobilier là-bas, puis ça fait flamber l'immobilier. Puis ils ont mis des lois une surtaxe pour tous les gens qui n'habitent pas, là, pour essayer de... c'est beau le libre marché, mais éventuellement, on n'est plus dans un marché libre quand il y a des joueurs comme Pangea qui deviennent en situation de monopole. Et un gouvernement qui laisse aller ça, finalement, vient entériner ou endosser une forme de dépossession de la terre, là. Et on ne peut pas laisser aller ça. Puis les capitaux vont là où c'est facile. Alors, le signal lancé par le gouvernement en ne faisant rien, c'est... Venez chercher ce Ben que oui, vous voulez. ben oui. Moi, je ferai une distinction pour revenir à la question entre la Saskatchewan et le Québec. Alors, le phénomène de capitaux extérieurs et externes au secteur agricole qui achetaient des terres, non pas dans la perspective de produire, donc les banques, les fonds d'investissement qui achètent des terres en Saskatchewan, n'est pas le même que la situation qu'on connaît au Québec. Alors, au Québec, il y a eu une tentative malheureuse d'une institution bancaire au Lac-Saint-Jean qui s'en est retirée pour toutes sortes de raisons, mais entre autres parce que le monde agroalimentaire québécois a une capacité de mobilisation et de réaction qui ont fait qu'ils ont vu qu'il y avait un petit problème d'acceptabilité sociale. Ça, c'est une chose. Maintenant, quand on parle de cas d'augmentation de la valeur des terres, puis de l'action, par exemple, d'une entreprise qui est Pangea, bien, je dirais qu'en Montérégie, ils ne sont pas là, à ma connaissance. Et le phénomène est très présent en Montérégie. Donc, le phénomène il est plus large que ça. Et donc, il faut le regarder. Puis là, je suis d'accord, il faut le regarder globalement. Et effectivement, la première chose qui serait intéressante, c'est d'avoir la transparence, c'est-à-dire qui possède les terres au Québec. Et puis, bien, on n'a pas vu... on sait qu'il était supposé avoir quelque chose. Il y a déjà une couple d'années, puis il n'y a rien encore. Donc là, oui, il y a une espèce d'attentisme et de laisser-aller. Merci, Daniel. Merci à tous. Alors, c'était l'entrée. C'est bien passé? On passe au plat principal. Par des entreprises d'ici, donc d'un point de vue économique, dont on parlait déjà un peu. Alors, Daniel Mercier-Gouin, laissez-moi vous présenter. Daniel Mercier-Gouin détient une maîtrise en économie rurale de l'Université Laval ainsi qu'un doctorat en économie du développement de l'Université des sciences sociales de Grenoble. Il est aujourd'hui professeur titulaire de la chaire d'analyse de la politique agricole et de la mise en marché collective à l'Université Laval. Alors, par des gens d'ici, on va commencer avec ça. Ce que je veux noter au départ, c'est que l'agriculture du Québec, c'est une agriculture qui est très diversifiée. Et donc, juste pour donner deux chiffres, c'est qu'on a environ 15 000 fermes au Québec qui font moins de 100 000 de revenus bruts par année. Ces fermes-là, c'est un peu plus de la moitié des fermes du Québec, mais elles comptent pour moins de 5 des revenus bruts de l'agriculture, donc des ventes de produits agricoles. Et à l'autre extrémité, on a 5 000 fermes, à peu près 17 qui font environ les 3/4 des revenus bruts de l'agriculture. Donc ça, c'est un premier constat qui m'amène à définir un champ de réflexion. Et ce champ de réflexion, c'est de dire, bien, on a des réalités qui sont fort différentes. Juste par ça, puis aussi par les spécialités, etc. Et ça amène un questionnement sur la définition des programmes agricoles. Parce que nos programmes agricoles ne sont pas souples. Ils sont un programme, puis on embarque dans le programme, quelle que soit la réalité de la ferme. Et souvent, quand on fait ça, on justifie les programmes agricoles, quels qu'ils soient, sur la base d'un certain nombre d'objectifs flous
et supposément universelle. Alors, évidemment, on va parler de sécurité et de stabilisation des revenus, c'est une réalité importante, mais comme on vient de le faire, on va parler aussi d'occupation du territoire, on va parler du nombre de fermes à préserver, le statut familial des fermes, la propriété du sol, puis la nécessité de se nourrir soi-même. Tous des objectifs en soi qui ont bien du sens, mais qui ne s'appliquent pas à tous les programmes. Chaque programme ne contribue pas de façon spécifique à ça. Et c'est même présenté comme une nécessité un peu inéluctable et qui laisse entendre parfois que l'agriculture serait un bien public. Bien, dans le champ de réflexion, moi, je pense qu'il y a un autre discours qui mérite d'être appuyé davantage. Puis là, je me situe vraiment dans le champ qu'on m'a donné, c'est-à-dire l'économie. Comment l'agriculture et l'agroalimentaire du Québec peuvent contribuer davantage à la création de richesses et au développement économique au Québec? C'est dans cet axe-là, dans cette perspective-là, que je pose le questionnement. Et j'élargis par rapport au mandat qui nous a été confié pour aujourd'hui, c'est que la réponse aux attentes des consommateurs d'ici, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce que le Québec, c'est un marché mature. Et donc, on n'aura pas de croissance de la consommation alimentaire au Québec. Ça peut changer de place, mais il n'y aura pas de croissance. Et donc, si on se contente de ça, c'est une stagnation. Ce n'est pas un développement économique. Et la réponse des attentes des consommateurs, bien, il faut que ce soit ceux d'ici et ceux ailleurs dans le monde, c'est tout aussi essentiel. Parce qu'on a des secteurs de notre agroalimentaire qui sont résolument exportateurs. Et il faut qu'ils le restent. C'est par là que va passer. Et donc, la croissance passe par l'exportation. Et l'agroalimentaire québécois exportait à l'international plus de 8 milliards de dollars de produits en 2016, sans compter ce qu'il exporte dans le reste du Canada. Donc, on est déjà très présent en dehors de nos frontières. Et pour moi, il n'y a pas le choix que de continuer à l'être, de l'être davantage. Alors, ça m'amène aux priorités de l'intervention. Soutenir plus l'agriculture du Québec? Bien, je dirais probablement pas. C'est déjà la plus soutenue au Canada. Mais enfin, peut-être, mais ce n'est pas là la priorité. Soutenir moins l'agriculture du Québec? Probablement pas non plus. Parce qu'on a des désavantages concurrentiels pour le moment qui sont entre autres dus à une agriculture nordique, puis peut-être à tous les objectifs qu'on assigne à notre agriculture. Alors, la priorité, bien, je vais être logique avec ce que je viens de dire, pour être en mesure de croître à l'exportation et même sur notre propre marché, ça passe par l'efficacité économique. On est en concurrence. L'agroalimentaire québécois est en concurrence avec l'agroalimentaire partout qui nous vient d'ailleurs, d'autant plus que les marchés sont de plus en plus ouverts. Alors, l'efficacité économique devient une nécessité. Et là, je vais dire, bien, la productivité technique, ce n'est pas vraiment un problème au Québec, dans le sens que les producteurs et productrices d'ici sont très productifs. Ils se comparent à ce qui se fait ailleurs dans le monde. Où il y a peut-être un bémol ou des améliorations à faire, c'est la gestion économique et financière des fermes, mais pas seulement des fermes, aussi des PME agroalimentaires. Mais pour revenir aux fermes, on en parlait tantôt, notamment à cause de la valeur des terres, mais pas seulement ça. Il y a une capitalisation excessive. Il y a souvent un suréquipement sur les fermes et toujours une certaine problématique d'endettement avec une perspective d'augmentation des taux d'intérêt. Dans ce contexte-là, pour moi, la priorité des priorités, je prêche pour ma paroisse tout le temps, c'est la formation. C'est la formation pour obtenir une amélioration des capacités de gestion. Et selon moi, l'État devrait convoquer les acteurs de l'agroalimentaire à une véritable corvée nationale en la matière. C'est une priorité absolue dans ce monde de plus en plus ouvert et il faut compétitionner avec les autres, avec évidemment un appui renouvelé et amplifié au service conseil. Ça vient avec. Et alors, qu'est-ce qu'on fait de nos programmes agricoles qui existent déjà? Bien, je dirais que ça prend des programmes adaptés à des réalités différentes. Alors, il y a une réflexion qui est à faire par filière de production. Ce qui convient à la filière maraîchère ne convient pas à la filière porcine ou à la filière laitière ou à un autre. Il y a des préoccupations qui doivent se faire par filière. On a déjà beaucoup réfléchi en filière au Québec. Je pense qu'il est temps de le relancer, cette démarche de réflexion en filière, mais de donner plus de poids. Une fois qu'on a fait cette réflexion-là, à quel programme on pense pour atteindre nos objectifs de développement?
Et la même chose en fonction des spécificités régionales. Les spécificités de l'Abitibi n'ont rien à voir avec celles de la Montérégie. Et un même programme qui s'applique de la même façon aux deux places ne peut pas répondre aux spécificités régionales. L'Abitibi, ils ont peut-être des idées, puis ils ont peut-être besoin de moyens pour développer ces idées-là. Puis il y a une réflexion à faire en fonction des marchés visés. Viser des circuits courts, puis l'exportation de produits de masse, ce n'est pas la même chose. Viser la production biologique, les produits de spécialité, ça prend des outils différents. Donc, il faut réfléchir dans ce sens-là. En conclusion, bien, des incontournables. L'appui de l'État québécois à son agriculture reste et doit rester important. La mise en marché collectif, j'ai peu le temps d'en parler, peut-être dans les échanges, ça reste essentiel. Le secteur agroalimentaire est de plus en plus contrôlé et il doit y avoir un contre-pouvoir de marché entre les mains des producteurs agricoles. Et la volatilité accrue sur les marchés et la variabilité des conditions climatiques justifient le maintien de programmes de gestion des risques. C'est pour lancer la réflexion. Merci, Daniel. Marcel, réaction? Ouais, Daniel a dit beaucoup de choses avec lesquelles je suis d'accord. Je vais commencer par la mise en marché collective, mais sur nos programmes et sur les filières. Je vais dire deux choses. En fait, nous, notre objectif à l'UPA, c'est que les producteurs puissent faire partie des filières, peu importe leur taille. Ce n'est pas une question de taille. Et depuis 2010, les changements qu'il y a eu, notamment à l'assurance stabilisation des produits agricoles, a fait en sorte qu'on a la ferme moyenne a de la difficulté à trouver sa place dans la filière de la façon dont on l'accompagne actuellement. Alors ça, pour nous, c'est un enjeu. Oui, filière, oui, mise en marché collective, mais les gens doivent être efficaces, mais on doit donner accès à la filière à tous les producteurs. Sur la question des programmes, encore une fois, on a vu que l'Abitibi perd beaucoup de fermes actuellement parce que, effectivement, les programmes ne sont pas adaptés à cette région-là. C'est la même chose dans le Bas-Saint-Laurent à certains égards. Donc, il faut avoir des programmes qui répondent aux enjeux que vivent les régions par rapport à l'accès au marché, par rapport à l'accès aux intrants, par rapport aussi à la disponibilité de la main-d'œuvre maintenant. C'est un autre facteur dont on n'avait pas géré auparavant. Aujourd'hui, la main-d'œuvre est un problème pour le développement de nos entreprises agricoles, l'accès à la main-d'œuvre. Donc ça, c'est d'autres enjeux qu'on devra adresser. Alors, je vais réserver mes commentaires plus tard pour la période d'échange, mais je trouvais que Daniel a fait a bien positionné l'enjeu par des entreprises d'ici, mais pour des consommateurs qui sont de partout dans le monde aujourd'hui. Michel? Moi, j'aimerais ça revenir un petit peu sur la formation. J'aurais envie de répondre à Daniel, en fait, que dans le dernier sondage de la relève, la prochaine génération de producteurs, en fait, sont formés à 83 en diplôme postsecondaire, donc au niveau collégial et universitaire. Donc, c'est une bonne, c'est une bonne nouvelle pour nous. Bien, moi, j'aurais envie de vous répondre. Peut-être qu'il faut faire confiance à la génération qui s'en vient. Sinon, bien, pour l'économie, je vais répéter un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure, mais les entreprises agricoles sont très importantes pour le Québec. Oui, bon, il y en a peut-être 5 000 qui font 75 des produits de l'agriculture, mais ces 5 000 et les autres aussi qui y contribuent, là, sont répartis sur le territoire pratiquement partout. Là, on voit qu'avec nos programmes actuels, on a des problèmes à les maintenir partout. C'est quelque chose à laquelle il faut voir. Mais ça va toujours être des entreprises qui sont ancrées dans leur territoire et qui font vivre leur économie locale. Merci, Michel. Permettez-moi de vous poser une question. Si vous vous sentez interpellé, évidemment, répondez. Bon, je vous demanderai de faire des réponses courtes. Disons ça comme ça, puisqu'il y a beaucoup de questions qui rentrent. Alors, on entend dire régulièrement qu'acheter québécois peut vouloir dire acheter plus cher. Est-ce que c'est une légende urbaine ou est-ce que c'est vrai? Comment ça se fait et comment on pourrait le contrer? Moi, je dirais que c'est légende urbaine. Oui. La plupart des produits agricoles québécois se retrouvent sur des marchés où les prix ne sont pas fixés ici de toute façon. Donc, ils doivent être compétitifs. Et donc,
Oui, c'est légende urbaine. Ça ne veut pas dire qu'on... Mais en même temps, ça ne veut pas dire qu'il n'y aurait pas des consommateurs qui sont prêts à payer plus cher pour des produits québécois parce qu'ils y attachent une valeur. C'est deux choses. Mais de façon générale, les mécanismes de fixation des prix, puis là, à l'exception de la gestion de l'offre, mais on ne rentrera pas dans ce débat-là, se font sur un marché plus large que le Québec. Karel? Bien, moi, mon expérience d'acheter québécois, j'ai grandi à Saint-Jérôme. Il y a un marché public à Saint-Jérôme. OK? On paye encore aujourd'hui à Saint-Jérôme 25 cents pour un chou-fleur gros comme ça qui se vend 4,5 piastres à l'épicerie. Fait que payer plus cher pour acheter québécois, sincèrement, pour moi, là, je ne le vois pas. Dans certaines circonstances, peut-être oui, parce que la qualité est différente de ce qu'on peut trouver sur les marchés, dans les grandes épiceries. Mais si on va dans les marchés publics, puis qu'on achète du maïs dans des marchés publics, on ne payera pas plus cher qu'à l'épicerie. Mais là, ça, c'est dans un moment de l'année aussi. Oui, c'est ça. L'abondance est là. Évidemment. On a moins de chou-fleur en janvier au Québec, mais ce que je veux dire, c'est que quand le produit est disponible, le produit québécois, souvent, est moins cher parce que distribué directement plutôt que passer par plein d'intermédiaires. Et le problème qu'on a, c'est que ces endroits-là où on peut se procurer des produits québécois, il n'y en a pas partout. S'il y en avait plus de marchés publics locaux, bien, on serait capable de trouver notre chou-fleur à 50 sous, ou là, je pourrais nommer plein d'autres produits. Là, alors, c'est ça. On a besoin de plus de marchés? Oui, sans doute, mais je dirais qu'il y a certains produits, lorsqu'on compare les produits importés, par exemple, on voit qu'il y a une différence, mais ça s'explique aussi, là. Si je prends, par exemple, les fraises ou les framboises qui viennent du Mexique ou les produits qui viennent produits en serre au Mexique, un travailleur dans une serre au Mexique, là, ça gagne 6 US par jour. Un travailleur dans une serre au Québec, il est au salaire minimum. Et si c'est un travailleur étranger temporaire ou selon les programmes, on doit fournir le logement, on doit le déplacement et tout. Donc, c'est sûr qu'on n'est pas dans les mêmes on n'est pas dans les mêmes degrés de compétitivité là, sur la main-d'œuvre. Et lorsque tu as des secteurs comme les fraises framboises où 60 du coût de production, c'est de la main-d'œuvre, alors ça devient difficile d'avoir des produits comparables au niveau des prix dans les épiceries. Et ça, c'est un phénomène auquel les producteurs d'ici font face. Mais ça, le consommateur doit être conscient de ça et faire le choix de... Quand vous achetez un produit québécois presque au même prix que le produit étranger, bien, vous faites travailler des gens ici, vous favorisez des entreprises ici qui paient des services sociaux à des employés qui travaillent ici aussi. Donc, c'est important, là. Mais ça, c'est pas écrit sur la fraise ou c'est pas écrit sur la framboise. Il y a ça aussi, puis on offre tout. Ça. On n'offre pas en priorité Après nécessairement. Ça, l'autre élément qui peut faire créer une distinction, quelquefois, c'est est-ce que c'est un produit de niche ou c'est un produit à plus grand public? Les fromages d'ici, par exemple, on se fait souvent dire que les fromages d'ici coûtent cher. Mais c'est un produit de niche qui a été ciblé par les distributeurs comme tel et pour lesquels on charge un prix que certains consommateurs sont prêts à payer. Et là, on ne vise pas le volume, on vise la marge. Mais si vous achetez le même fromage directement chez le fromager, vous allez voir qu'il ne coûte pas vraiment beaucoup plus cher que les fromages importés. Mais là, c'est une décision du distributeur et non pas du producteur de le vendre de cette façon-là. Alors, c'est ça, le producteur ne contrôle pas ce volet-là de la mise en marché. Ici, de Bruno Jean. Historiquement, on observe une déconnexion On observe une déconnexion entre l'agriculture et l'alimentation. Une politique bioalimentaire mise implicitement sur une reconnexion. Mais est-ce possible dans un contexte de dérégulation des marchés à l'ENA, mais aussi avec l'Europe? Peut-être que je pense que oui. Je veux dire, je pense que le travail qu'Équiterre on a fait pour faciliter de l'achat direct avec des petites fermes biologiques est un exemple. Je pense qu'il y a ce mouvement-là, on en parlait avant que le webinaire commence. Il y a à la fois un mouvement d'exportation, de produits de masse, etc., qui s'amplifie d'une certaine façon, mais simultanément, il y a aussi un mouvement de niche. Il y a des consommateurs qui recherchent de plus en plus le local, la qualité, le biologique, l'impact environnemental. Alors, est-ce que c'est possible de développer ça? Oui. Il y en a encore il y a des exemples. Ça se fait au niveau des consommateurs individuellement. Ça pourrait aussi se faire au niveau
des institutions. Donc, on peut penser à un gouvernement dans un contexte d'une politique comme ça, pourrait dire, bien, moi, je vais en premier lieu favoriser l'achat local ou l'achat biologique ou pour favoriser le développement de ces produits-là. Puis... Moi, je voudrais aborder cette question-là. La première, je ne veux surtout pas minimiser le travail qui a été fait sur la vente directe, les paniers et tout ce qui se fait. Il ne faut pas minimiser ça. C'est un créneau de marché ou une place qui est à prendre et il y a un certain pourcentage des consommateurs qui sont intéressés à ça. Il faut leur répondre à cette demande-là. Par contre, je crois qu'on ne peut pas miser que là-dessus, puis ce n'est pas ce que vous dites. Ça prend beaucoup plus que ça. Et là, je vais donner ma définition personnelle d'un circuit court. Je suis un consommateur urbain, moi. Et ma définition du circuit court, c'est quand je vais à pied à l'épicerie. Mais cette réalité-là, c'est la réalité pas d'aller à pied à l'épicerie, malheureusement, à cause de l'étalement urbain, mais de la grande majorité des Québécois, c'est d'aller à l'épicerie. C'est là qu'ils vont au supermarché, ils sont prêts à aller chez Walmart, ils vont vraiment n'importe où. Mais donc, c'est ça l'idée. Et ça veut dire que pour faire cette reconnexion entre agriculture et consommateurs québécois, ça passe par le circuit traditionnel de distribution. Alors, comment on fait ça? Convaincre les distributeurs, des fois, ça peut marcher, parce que notamment la place des fraises et framboises en saison, elle est plus grande qu'avant dans les épiceries du Québec. Donc, il y a du travail qui a été fait collectivement là-dedans. Mais je crois que ça passe aussi par encore plus d'efforts mis dans la valorisation du produit québécois, dans Aliment Québec ou n'importe quoi d'autre, pour que le développer chez le consommateur ce réflexe d'acheter québécois. Et ça, il faut pousser là-dessus davantage. Ouais. Moi, j'ai une opinion un petit peu différente, dans le sens où j'ai étudié longtemps les questions de commerce puis de subventions agricoles dans mon ancienne vie pour me rendre compte que c'est un des domaines dans le monde qui a été moins libéralisé si on compare, par exemple, aux biens puis aux services. Et quand on regarde ce qui s'est passé au Québec, au Canada, avec la signature des ententes commerciales comme l'ALENA, comme les accords de l'OMC, l'arrivée de la Chine à l'Organisation mondiale du commerce, on a d'abord perdu notre secteur du textile. Ensuite, on a perdu notre secteur manufacturier. La raison pour laquelle on a encore un secteur agricole au Québec, c'est parce qu'on a des trucs comme la gestion de l'offre, parce que les politiques de soutien agricole sont encore permises, parce que, bon, l'Europe, les États-Unis se font une guerre et puis qu'ils ne veulent pas libéraliser trop tôt. Pourquoi? Parce que c'est un secteur stratégique. L'agriculture, c'est comme l'armement pour les... Et donc, on n'a pas libéralisé autant, ce qui fait que on a été capable de mettre en place des politiques qui nous ont permis de conserver une certaine forme d'agriculture. Dans un monde agricole totalement libéralisé, par exemple, si on renégociait l'ALENA et on disait maintenant, dorénavant, on ouvre les marchés, je ne sais pas ça serait quoi la niche du Québec, mais ce ne serait certainement pas ce qu'on a connu comme agriculture sur notre territoire. Cette niche-là serait déterminée par le marché mondial et plus nécessairement par des politiques publiques. Parce que les accords de commerce qu'ils font, c'est qu'ils viennent limiter la capacité des gouvernements d'intervenir en matière de politique publique pour favoriser un marché qui va être, si on veut, je ne sais pas comment le nommer, mais un marché qui est égalisé pour tout le monde. Mais ce n'est pas toujours égal. Et donc, moi, ça me fait très peur, la notion de est-ce qu'on est capable, la question c'est est-ce qu'on est capable de maintenir une agriculture locale, vivrière, qui nourrit les Québécois, puis en même temps qu'on libéralise. C'est certain pour moi que ces deux choses-là tirent dans des sens opposés. Et je ne sais pas exactement à quel point l'élastique casse. C'est probablement conciliable, mais je ne sais pas jusqu'à quel point. Comme on est sur la libéralisation, moi, j'ai tout le temps dit que l'agriculture, c'était comme de la culture. On devrait sortir ça des grands accords. Oui, continuer à négocier certaines libéralisations, tout ça, mais à part des grands accords, pour pas que notre agriculture passe en échange de pièces automobiles ou de choses comme ça. Il est là le danger des grands accords commerciaux. Pas de faire de la libéralisation dans des choses qu'on peut exporter et des choses qu'on peut importer, parce que ce que je cherche, on ne fait pas encore d'ananas au Québec, puis on n'en fera pas avant un bout, même avec les changements climatiques. Fait que, oui, c'est correct de faire des échanges, mais ça ne devrait pas être négocié dans des accords complexes et complets avec toutes les industries confondues. C'est mon opinion.
l'agriculture, Daniel a abordé la question des programmes un peu, puis il mentionnait que notre agriculture était probablement suffisamment soutenue. Il ne prévoyait pas qu'on doive la soutenir moins. À ça, j'amènerais une précision. Moi. Notre agriculture, par nos programmes comme la gestion de l'offre et l'assurance stabilisation des revenus agricoles, elle est soutenue différemment de ce que bien d'autres pays pratiquent comme soutien agricole. En 2016, c'est une année où on aura eu le moins d'interventions publiques dans l'agriculture parce que les prix des marchés étaient relativement bas. Alors ici au Québec, on a des programmes qui assurent les prix en période de faible prix sur les marchés internationaux, mais qui n'interviennent pas lorsque les prix sont bons. Et ça, ces programmes-là ont fait leur preuve dans le passé. Puis ça, je crois qu'il ne faut pas abandonner ce type d'intervention-là parce que ça coûte moins cher à l'État que d'intervenir inadéquatement, mais tout le temps. C'est ce qu'on voit dans les programmes européens, par exemple, où on a dit on va avoir des soutiens directs, paiements directs, peu importe la saison, peu importe la productivité, peu importe, basé sur l'ancrage uniquement. Et ça, c'est totalement déconnecté des marchés. Mais en même temps, cette déconnexion-là des marchés fait en sorte que les fermes ne sont pas capables de faire face aux aléas qui surviennent lorsque les marchés s'effondrent. Alors, moi, je pense qu'il faut être prudent lorsqu'on dit que notre agriculture est probablement suffisamment soutenue. Cette année, il y a eu moins d'interventions publiques en moyenne ici par dollar produit qu'aux États-Unis. Mais il se peut que l'année prochaine, si les prix s'effondrent, ça soit différent. Mais ça, c'est une bonne façon de soutenir l'agriculture et d'assurer la pérennité des entreprises agricoles. Oui. Je ferai du millage là-dessus, mais on n'est pas en désaccord sur ce point-là. C'est-à-dire que quand je dis que l'agriculture est assez soutenue, il faut voir les programmes tels qu'ils sont et la façon dont ils interviennent. Et effectivement, quand ça va bien, on soutient moins, ce qui a plein de sens. Et que quand ça va mal, on soutient plus. Et donc, l'exemple frappant ces temps-ci est inimaginable. Pénurie de beurre en Europe, en France. C'est ça. C'est à tomber à terre, ça. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout fait pour que ça arrive, sans le dire, sans le vouloir, mais c'est ça que ça donne. Ils ont libéralisé leur marché. Ils ont des programmes de soutien qui soutiennent de la même façon que ça aille bien ou que ça aille mal. Puis quand ça va très mal, bien, pouf, le secteur s'écrase. Et c'est ce qu'ils ont vécu. C'est ça. Une petite dernière, juste avant de passer au dessert. Alors, ça nous vient d'André. Il est déplorable que la FADQ ne joue plus son rôle dont il est décrit dans sa mission, car cela devient très difficile pour les agriculteurs en poste, mais encore plus difficile pour la relève. Commentaire. On parle de la financière. C'est ça. La financière qui, dans sa mission, devrait soutenir le développement de l'agriculture, de faire en sorte que l'agriculture soit vivante au Québec. Ça amène une question aussi parce qu'on a des aides à la relève là, pour s'établir des choses comme ça. Mais comme on s'est déconnecté de la réalité présentement au Québec, on ne prend... La financière, on devrait le voir comme un endroit pour investir un peu comme Investissement Québec, normalement. Là. Si on veut soutenir un secteur, si on va faire en sorte qu'il se développe, ça devrait être quelque chose comme Investissement Québec, mais la financière agricole ne prend aucun risque en investissant chez les agriculteurs, en fait, ou dans l'agriculture. Fait que c'est devenu une société d'assurance, en fait, la financière à proprement dit. Moi, je pense qu'il y a une réflexion à faire sur la façon dont la financière devrait intervenir régionalement et financièrement. Il y a des risques en agriculture. Notre outil pour gérer les risques en agriculture, c'est la financière agricole. Celle qui livre les outils. Assurance récolte, les programmes agri ou les programmes fédéraux auxquels le Québec participe pour les offrir aux producteurs. Mais la financière elle-même est dépendante de la volonté politique du gouvernement. Elle a très peu de marge de manœuvre, la financière agricole. Elle est une société d'État avec les mêmes règles pour ses employés que les employés du ministère de l'Agriculture. Alors, moi, je crois qu'il faudrait donner plus de flexibilité à la financière agricole si on veut qu'elle réponde à sa mission et la sortir du carcan politique dans lequel elle est actuellement.
Je crois que les employés de la financière, ce n'est pas des gens de mauvaise volonté, puis ils voient les résultats sur le terrain des actions qu'ils posent, mais ils n'ont pas beaucoup de flexibilité pour faire autrement actuellement. Très bien. André, j'espère que ça répond à votre question, commentaire. On passe, non, pas au plat principal, on s'en va au dessert maintenant. Alors, répondant aux attentes d'ici, côté environnement, je vous présente Sydney Ribault. Alors, Sydney détient un baccalauréat en droit de l'Université de Montréal et est membre du Barreau du Québec. En 1992, Sydney Ribault participe à une conférence de la jeunesse sur l'environnement et le développement au Costa Rica. Fort de cette expérience, il revient au Québec et cofonde Équiterre, dont il deviendra le directeur général en 1998. À vous la parole. C'est rare que l'environnement est présenté comme le dessert, mais je suis bien heureux de cette appellation. Dans le fond, vous introduire peut-être deux problématiques qui nous semblent importantes en lien avec l'alimentation puis l'agriculture. La première, évidemment, c'est la question des changements climatiques. On en a déjà parlé un petit peu. Peut-être juste pour mettre la table là-dessus sur les changements climatiques, juste rappeler qu'il y a un consensus scientifique sur la problématique des changements climatiques. Il n'y a pas de débat scientifique sur est-ce que nous sommes dans une ère des changements climatiques ou pas. Il y a très peu de débats sur l'ampleur de la problématique et la plupart des scientifiques qui examinent la question nous disent c'est une des pires crises à laquelle l'humanité a jamais fait face. Alors, on est devant un gros problème. La réponse à ça au niveau international a été l'accord de Paris. Alors, encore là, rappeler, parce qu'on entend toutes sortes de choses dans les médias avec Trump et tout, mais l'accord de Paris est signé et soutenu par tous les États de la planète. Hein, tous les États de la planète, incluant l'Inde, incluant la Chine, incluant l'Europe. Il y a deux pays, il y a un pays qui n'est pas signataire présentement, c'est la Syrie. Hein? Alors donc, c'est pour vous dire l'ampleur du consensus. Les États-Unis en sont toujours membres pendant encore 4 ans, même si Trump a annoncé qu'il se retirait. Il est encore là, ils sont encore membres pendant 4 ans. Okay. Alors ça, c'est la table initialement au niveau du changement climatique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des réductions. Les scientifiques nous demandent des réductions très importantes et très rapides. À titre d'exemple, le Québec, on s'est engagé à réduire d'à peu près 40 donc 37, un petit peu plus que 37 de nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Ça, c'est demain matin, là. Hein? Parce que ça veut dire, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça veut dire, imaginez, on réduit de 37 le nombre de véhicules ou on réduit de 37 les émissions de chaque véhicule. C'est énorme, là. La raison que je positionne ça, c'est que jusqu'à maintenant, le débat sur les changements climatiques a porté beaucoup sur les énergies fossiles, le charbon, le pétrole, le gaz. Ailleurs, on produit de l'électricité avec le charbon, donc le débat ailleurs qu'au Québec a été beaucoup centré là-dessus. Au Québec, l'électricité qu'on produit, elle est faite principalement avec de l'hydroélectricité, donc on émet très peu de gaz à effet de serre à ce niveau-là. Et donc, plus rapidement qu'ailleurs au Québec, on va arriver à parler d'autres choses que les énergies fossiles. Dans le fond, l'électricité, c'est un peu réglé chez nous. Le transport va se régler un petit peu plus rapidement qu'ailleurs parce qu'on a déjà pris les devants sur l'électrification et tout. Qu'est-ce qui va rester? Bien, il va rester la foresterie, l'agriculture. Alors, plus rapidement qu'ailleurs, on va se mettre à parler d'agriculture sur les changements climatiques. Et comme sur d'autres problématiques, je pense que ça va se répercuter dans les exigences au niveau de la part des consommateurs, dans certains cas, dans les exigences au niveau des États ou des institutions lorsqu'ils vont faire des achats de produits alimentaires. L'autre problématique, évidemment, qui touche l'agriculture en lien avec les consommateurs, c'est toute la question de l'utilisation d'engrais, d'intrants chimiques, donc les pesticides, entre autres. Et on sait depuis longtemps qu'il y a une préoccupation de ce côté-là. On sait qu'il y a une préoccupation de la part des consommateurs, d'où, on en a parlé un petit peu, l'augmentation des ventes du biologique qui augmente en passant à un rythme très important. C'est encore une petite partie du marché, mais ça augmente très rapidement. Et les enjeux sont importants, puis les études se multiplient sur les impacts des pesticides. Ici, mais aussi aux États-Unis, aussi en Europe et ailleurs. Et donc, je pense que cet enjeu-là doit faire partie, ces deux enjeux-là doivent faire partie de la réflexion de la politique alimentaire pour 2-3 raisons. Premièrement, parce qu'on a une problématique environnementale, il faudra trouver des solutions dans l'agriculture puis dans l'alimentation pour répondre à ces problématiques-là, parce qu'en soi, ce sont des problématiques qui nous préoccupent tous, je pense. Mais je dirais aussi d'un point de vue économique.
on a le secteur de l'agriculture au Québec a à se positionner face à ces enjeux-là. Et je dirais que la survie du secteur agricole à moyen terme va dépendre de sa capacité de s'adapter ou non à ces réalités-là qui vont se traduire par de la réglementation, par des nouveaux impératifs fiscaux, par exemple, des taxes sur le carbone et ainsi de suite, mais aussi par la demande des consommateurs qui vont exiger de plus en plus que les aliments soient, oui, sains, oui, abordables, mais répondent aussi à des critères environnementaux. Mm-hmm. Merci. Michel? J'ai plusieurs choses plusieurs heures, mais peut-être juste dire, ben, on continuera d'en jaser après, là, mais que pour nous, la relève, ben, les enjeux environnementaux sont très importants dans le sens, puis pour tous les producteurs agricoles, ça a toujours été très important parce que, comme je vous disais tantôt, notre terre, nous, on veut la laisser à notre relève, on veut la laisser à la génération suivante. Donc, on doit y prendre soin. Si on veut avoir du rendement, tout à l'heure, on le disait, il y a des terres qui se désagrègent dans le monde, des choses comme ça. Bien, si on veut avoir du rendement à long terme, si on veut que notre agriculture soit durable, bien, on doit faire en sorte que notre terre soit en santé puis qu'on en prenne soin. Donc, c'est des enjeux qui, pour nous, sont très importants aussi. Certainement à la relève, mais aussi chez les producteurs un peu plus d'expérience. Donc, ça il ne faut pas se voiler la face. C'est important pour nous. Après ça, il va falloir se demander, puis je pense que Marcel va aller plus de ce côté-là, mais il faut avoir les moyens de le faire aussi. Moi, je crois que les producteurs, par rapport aux enjeux environnementaux, sont très conscients de l'enjeu planétaire. On est dans un enjeu planétaire, puis on ne va pas résoudre cet enjeu-là si on ne s'y attaque pas collectivement. Mais ça prend des moyens, ça prend des moyens alternatifs. Je vais faire le parallèle avec le transport. On dit aux gens, on ne dit pas aux gens, vous allez arrêter d'utiliser votre voiture et vous allez marcher. On leur donne le moyen de se déplacer avec des transports électriques. On ne leur dit pas, vous allez arrêter de vous déplacer. En agriculture, c'est la même chose. Pour utiliser moins de pesticides ou d'herbicides, ça va prendre des moyens alternatifs pour combattre les mauvaises herbes, pour combattre les insectes. Ça prend de la recherche, ça prend du transfert de connaissances, ça prend de l'investissement. Et nous, on demande, dans la future politique, un plan concerté en agro-environnement, un plan d'action concerté, mais sur une période de 10 ans. Parce qu'on travaille trop à court terme. On travaille d'un budget même à l'autre au niveau du ministère au niveau du gouvernement par rapport aux moyens que le ministère de l'Agriculture a d'intervenir et d'accompagner les producteurs. Donc, ça prend un investissement sur le long terme avec des actions et qu'on mesure sur le long terme à certaines échéances, qu'est-ce que nos actions ont rapporté. On le voit, par exemple, dans la production en serre, les producteurs utilisent de plus en plus des insectes pour combattre des ravageurs et tout. Cette technologie-là est en train de se développer à grande vitesse. C'est pour ça qu'on arrive à offrir de plus en plus de produits qui proviennent des serres, des produits biologiques. Mais dans les champs, l'enjeu est très différent. Donc, ça prend des moyens. Moi, chez nous, je vais donner mon exemple. Moi, je fais du semi-direct chez nous depuis 7 ans maintenant qu'on n'a pas labouré. Donc, puis on est dans une terre en pente. Donc, c'est sûr que moins d'érosion, moins de passage avec le tracteur, moins d'herçage. Mais pour pouvoir faire du semi-direct, dans ma région, j'ai besoin d'un désherbant qui me permet de réintroduire une nouvelle culture et qu'elle n'ait pas trop de compétition pour que je puisse l'établir, cette nouvelle culture-là. Alors là, j'utilise, je le dis, du Roundup ou du glyphosate. Mais ça me permet, écologiquement, je pense que je suis mieux aujourd'hui que je l'étais lorsque je labourais, lorsqu'il y avait de l'érosion. Donc, tout n'est pas gris, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, là. Alors, mais il y a de l'évolution à faire, puis il faut impliquer les producteurs agricoles. Je pense que tu amènes un point qui est important, qui est celui d'offrir des alternatives aux gens, donc d'offrir un éventail de choix. Puis une des choses contre lesquelles on se bat en ce moment, c'est que la grande industrie agrochimique prive les agriculteurs de choix. Par exemple, essayer de trouver des semences, je ne sais plus c'est lesquelles semences, mais des semences qui ne sont pas enrobées de néonicotinoïdes dans certaines cultures, c'est impossible, ou presque. Donc, on n'a pas ajouté des choix. On a imposé
l'usage prophylactique de néonicotinoïdes, qui est un pesticide dont on se rend compte en ce moment qui est très, très dommageable pour les populations d'insectes. Les populations d'insectes se sont effondrées d'à peu près les deux tiers, pas les populations, mais la biomasse d'insectes dans le monde. C'est ce qui fait que quand on conduit sur nos routes, aujourd'hui, par rapport à il y a 25 ans, là, nos pare-brises d'auto ne sont pas toutes sales comme... OK? Et donc, c'est pas seulement au Québec, c'est partout dans le monde, les populations d'insectes s'effondrent. Et c'est lié, entre autres, aux néonicotinoïdes qu'on utilise pas seulement quand on en a besoin, on les utilise comme si on donnait des antibiotiques à nos enfants, toujours au cas qu'ils tombent malades. Et donc, on a deux enjeux. On a l'enjeu que les agriculteurs souvent se font, dans le fond, offrir par la grande industrie uniquement un certain nombre de produits. Donc, tu n'as pas le choix, tu n'as pas vraiment le choix. Et ensuite, qu'on utilise des doses massives de produits qui sont bénéfiques, mais qui devraient être utilisés de façon uniquement quand on en a besoin. Donc, le bon pesticide ou herbicide au bon endroit, au bon moment. Et là, on a un problème de quantité. C'est-à-dire que ce n'est pas ce qui se retrouve sur la pomme que je vais manger ou sur le fruit, c'est que c'est partout dans l'environnement. Et ce qui nous préoccupe, je pense que Sydney va être d'accord avec moi, c'est que ce n'est pas seulement les insectes. Bon, évidemment, les insectes sont à la base de la chaîne alimentaire. Hein? Pas d'insectes, pas d'oiseaux. La pollinisation qui est mise en cause. Beaucoup, beaucoup de choses comme ça. Et est-ce qu'on est capable de produire autrement, c'est-à-dire d'utiliser, lorsqu'on en a besoin, du glyphosate ou, dans certains cas, peut-être des néonicotinoïdes, mais peut-être aussi qu'on doit bannir complètement les néonicotinoïdes en raison de leur impact. Alors, comment ça peut être fait puis être bien fait? Puis c'est ça le défi en ce moment. C'est pas d'être pour ou contre les pesticides, c'est de faire en sorte que quand on donne des médicaments ou quand on donne des antibiotiques à nos enfants, c'est parce qu'ils en ont vraiment besoin. Mais là, c'est parce que ça a un impact sur notre santé aussi, là. Et celle de nos enfants. C'est que c'est partout dans notre environnement. C'est ça? pas uniquement au moment où on mange un produit, c'est qu'il y en a dans l'air, il y en a dans l'eau, il y en a un peu partout. Et ça, on ne peut pas blâmer l'agriculteur pour ça. C'est tout le système qui est devenu comme... On a augmenté les courbes d'augmentation des quantités répandues. On a éliminé, heureusement, ceux qui étaient les plus toxiques. On a réduit la consommation. On en a éliminé certains. Mais on est capable de diminuer les quantités utilisées. Puis c'est ça qui est important, je pense, rendu où on en est. Mais moi, pour faire du pouce là-dessus, en fait, ça revient à... Bon, ça nous prend de l'aide, ça nous prend des options, mais la base, c'est qu'on n'a plus de recherche indépendante ou de moins en moins. Ce sont les industriels qui font la recherche, qui développent les nouvelles variétés, qui développent les nouveaux produits. Donc, on appelle ça, dans le fond, de la recherche liée. Donc, en tout cas, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir de la recherche indépendante à côté qui va développer des choses qui ne sont pas liées à des produits de vente. Et c'est vrai, puis il y a du cherry picking qui se fait aussi. Quand, au moment de réhomologuer le glyphosate, le gouvernement fédéral a choisi délibérément d'utiliser uniquement des études qui datent d'avant 2008 sur la question du glyphosate. Et on a réhomologué pour 25 ans, mais on n'a pas considéré la recherche plus récente et surtout on n'a pas considéré des recherches qui démontrer peut-être un impact plus important sur l'environnement qu'on avait d'abord prévu. Et ça, c'est un problème. La recherche indépendante puis la transparence des décisions des gouvernements, c'est quelque chose de fondamental. Puis là-dessus, je suis entièrement d'accord. C'est troublant. Il y a peut-être une statistique en lien avec la recherche, on est tout à fait d'accord. Si on prend l'autre côté de la médaille, le bio, au niveau fédéral, c'est à peu près 4 du marché. On disait tantôt, ça croît à peu près à 15-16 par année. C'est 0,25 du budget de recherche au niveau fédéral. Alors qu'on devrait être en train d'investir plus que la part de marché dans ce domaine-là, parce qu'il croît plus vite que tous les autres secteurs, bien, on fait l'inverse. Alors, c'est sûr que pour les agriculteurs qui veulent se convertir, que ce soit d'emprunter des méthodes du bio dans le conventionnel, ce qu'on favorise, ou que ce soit carrément de faire une conversion vers le bio pour des raisons environnementales, mais pour des raisons de marché, parce qu'il y a une plus-value sur le produit, bien, il manque et ça, on se le fait dire tout le temps, il manque de recherche et de développement du côté de ces modes alternatifs-là. Donc, c'est urgent, et ça, c'est le gouvernement. Présentement, les agriculteurs dépendent beaucoup du savoir qui est développé par les entreprises, mais qui est évidemment lié. Marcel? Sur la recherche, naturellement, on est d'accord qu'il faut investir davantage. J'aimerais juste rassurer un peu les gens qu'il se fait beaucoup de dépistage avant qu'on intervienne avec un pesticide parce que souvent,
dans le maraîcher, par exemple, une intervention reporte de X jours la mise en marché. Donc, il y a beaucoup de... Ça s'est amélioré beaucoup, le dépistage, avant qu'on intervienne. C'est vrai qu'il se fait encore de l'intervention préventive. Par exemple, les semences enrobées, ces choses-là. Mais là aussi, il se fait de la recherche. Puis, et la clé, c'est de rassurer les producteurs par rapport aux conséquences s'ils ne les utilisent pas. Parce qu'actuellement, le producteur est le seul responsable des conséquences. Si je n'utilise pas tel produit et que ma récolte est affectée, il n'y a que moi qui vais en souffrir. Alors, devant cette situation-là, bien, les producteurs prennent moins de chance. Mais c'est vrai que si on développe la recherche, si on fait du transfert de connaissances, puis là, je vais faire le lien avec le phosphore. On n'en parle pas des surplus de phosphore aujourd'hui, on n'en parle plus. Mais à une époque, si on retourne à 2002, 2003, 2004, l'enjeu au Québec, ce n'était pas les pesticides, c'était les surplus de phosphore. Et depuis ces années-là, on a mis en place les plans agro-environnementaux de fertilisation. Donc, moi, je suis obligé d'avoir un plan de fertilisation. Je suis obligé d'être en équilibre sur ma ferme entre ce que je cultive et les besoins en phosphore ou l'apport en phosphore que j'amène. Donc, on a réduit de cette façon-là les surplus dans plusieurs bassins versants, mais on a impliqué les producteurs. On leur a fait prendre confiance et conscience de la valeur de leur fumier, ce qui était plus ou moins considéré auparavant. Donc, c'est du moyen long terme. C'est pour ça qu'il faut investir dans la recherche, puis améliorer la détection, par exemple, avant l'intervention. Et l'autre élément que j'amènerais, au Québec, depuis 1970, là, on a gagné 20 jours de croissance ou 20 jours de moins de gel dans la période de gel. Là. Alors, c'est sûr qu'on a des nouveaux ravageurs auxquels les producteurs doivent... Moi, je vois sur le Facebook, par exemple, des gens qui photographient un insecte maintenant, puis avez-vous déjà vu ça chez vous? Parce que moi, je n'avais jamais vu ça avant chez nous. C'est vrai. Donc ça, c'est une réalité aussi auquel les producteurs sont confrontés. Là. Ils sont laissés à eux-mêmes un peu là-dedans aussi. Bien, il y a de l'aide, il y a des agronomes, il y a des spécialistes, mais dans le service suffisant. non lié, parlons de service non lié versus le service lié, il n'y a pas beaucoup d'expertise dans le service non lié au niveau de la gestion des pesticides. Donc, il faut former des agronomes qui vont accompagner les producteurs dans nos clubs d'encadrement technique au niveau agricole. Et comme ça, amener les producteurs eux-mêmes à changer leurs pratiques et à améliorer leurs pratiques. Puis, Marcel a bien raison. C'est vrai que la détection, ça en fait beaucoup. Puis, tu sais, c'est rarement appliqué à large. Tu sais, les néonicotinoïdes, les semences enrobées sont beaucoup utilisées parce que c'est quelque chose d'économiquement très viable. Ça ne coûte pas très cher, puis c'est une bonne assurance contre les insectes. Par contre, la plupart des pesticides utilisés coûtent très, très cher à l'application pour le rendement qu'ils peuvent donner. Fait que les producteurs sont très conscients de ça, donc ils font un bon dépistage puis ils les utilisent quand ils en ont vraiment besoin. Je pense de façon générale, c'est vrai ce que vous dites. La question que nous, on se pose comme groupe environnementaux, c'est quand on regarde ce qui s'est passé dans les dernières décennies, c'est que la quantité de pesticides et le risque lié à ces pesticides-là, parce que dans certains cas, on a remplacé des pesticides dangereux par des pesticides moins dangereux a priori. Encore faut-il voir quelles seront les études indépendantes qui vont sortir sur ces nouveaux pesticides-là. Mais le risque a continué à augmenter, en dépit du fait que ça fait des décennies qu'on parle du fait qu'il faut réduire la quantité, réduire le risque et tout. Il y a des facteurs qui expliquent ça, effectivement, comme tu disais, Marcel. Mais la réalité, c'est que les gouvernements vont réglementer pour interdire certains pesticides. Ils le font sur les néonicotinoïdes. Ils vont le faire, à mon avis, sur des pesticides comme l'atrazine, qui est un des pesticides les plus utilisés présentement au Québec. Ça va se faire de par la pression qui vient des consommateurs, du risque qui est lié, comme Karel disait, au fait qu'on retrouve ces pesticides-là un peu partout dans l'environnement, mais aussi au manque comment je dirais ça, au manque de savoir lié à l'impact sur la santé. Donc, parce que les études sur l'impact des pesticides sur la santé humaine sont extrêmement complexes, évidemment. La vaste majorité des études, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent une substance puis ils essaient d'évaluer c'est quoi l'impact sur l'humain.
Mais dans les faits, là, on a des douzaines de pesticides dans nos corps. Si on faisait des analyses de sang ici, maintenant, là, on en trouverait plein. Alors, la question n'est pas tant quel est l'impact d'un ingrédient actif, mais plutôt quel est l'impact de ce cocktail-là qui se retrouve. C'est clair qu'il y en a un. C'est clair que c'est des produits dangereux. C'est pour ça qu'ils sont utilisés, parce qu'ils sont dangereux, puis ils atteignent un objectif d'élimination de peste ou autre. Et donc, il va falloir se poser une question à moyen terme sur comment on fait cette transition-là et comment on prend les devants, comment le secteur agricole prend les devants là-dessus. Parce que pour l'instant, pour plein de raisons, bonnes et mauvaises, la situation ne s'améliore pas. Permettez-moi de vous poser une question, puisqu'il y en a plusieurs, mais le temps file. Lors des consultations sur la plateforme du sommet, la demande la plus récurrente fut l'étiquetage obligatoire des OGM. Il ne semble pas que projet soit inclus dans la politique bioalimentaire en 2017. Êtes-vous en faveur de l'étiquetage obligatoire des OGM pour tous les produits vendus au Québec comme dans plus de 60 pays? Oui, comme on serait d'accord pour qu'on sache à qui appartiennent les terres agricoles. Parce que, je veux dire, on prive le consommateur et le citoyen d'informations dans toutes circonstances. C'est une mauvaise décision, autant au plan de la démocratie qu'au plan des marchés. Pour que les marchés fonctionnent, il faut que les consommateurs puis que les producteurs aient le maximum d'informations. Hein. Les modèles économiques postulent toujours l'information parfaite, mais dans le cas qui nous concerne en ce moment, on ne peut pas le savoir. Et je pense comme consommateur, on a le droit de savoir puis de pouvoir choisir un produit plutôt qu'un autre. Je suis capable de savoir combien il y a de sodium dans quelque chose. Je devrais savoir si c'est un OGM ou non. Oui. Il y a un enjeu fédéral-provincial. L'étiquetage, ce que le Québec peut imposer en termes d'étiquetage pourrait s'appliquer à son territoire, mais c'est pas sûr que ça pourrait s'appliquer aux produits importés. Et des autres provinces et des autres pays, parce que les importations et le contrôle des importations et les obligations sur les importations, ça relève du fédéral. Alors, c'est pour ça que nous, on dit au Québec ici, ça serait, si on avait un étiquetage uniquement au Québec, elle serait très partielle par rapport à tout ce qu'on consomme. Alors, c'est le problème qu'on a. C'est pour ça que nous, à l'UPA, on ne s'est jamais opposé à l'étiquetage des OGM, mais on dit il faudrait que ce soit national, parce que si c'était uniquement provincial, bien là, ça créerait... plus de problèmes qu'autre chose. Plus, bien, on parlait de marchés internationaux, on parlait de... On n'est pas juste sur le marché québécois, on est sur les marchés canadiens. Alors là, j'étiquette d'une façon pour le Québec, j'étiquetterais d'une façon différente pour les autres marchés. Là, tu engendres des coûts dans la filière. Donc, c'est pour ça qu'il faut voir pas uniquement oui, la volonté des consommateurs, je la comprends très bien, mais la possibilité de faire ça de façon claire et que ce soit utile, ça, c'est autre chose. Même dans les produits importés au Québec, dans nos épiceries, donc nos produits québécois deviendraient à côté du même produit qui est importé, qui, lui, n'est pas obligé d'être étiqueté, mais le produit québécois est obligé d'être étiqueté OGM. Fait que là, la personne ne prendra pas le québécois parce que l'autre n'est pas étiqueté, mais en fait, ça ne garantit pas qu'il n'y a pas d'OGM dans l'autre non plus. Il est là le gros enjeu. Daniel? Moi, je ne répondrai pas à l'enjeu pour ou contre OGM. Ce n'est pas là que je veux me situer. Mais je considère que, au-delà de cette question de l'étiquetage, l'adoption ou pas des OGM en production agricole n'a pas été réfléchie et discutée au Québec. Et je le mets dans une perspective de marché, encore une fois. Je rêve en couleur, mais si le Québec avait dit, nous, on ne va pas dans les semences OGM pour les céréales et le soya. Je rêve en couleur parce qu'on y a été puis à fond, mais à ce moment-là, et surtout au début, il y avait une plus-value importante sur le marché pour le sans OGM. On ne s'est même pas posé la question et on l'a laissé aller. Et là, il y a un nouveau débat depuis l'année dernière, c'est la luzerne OGM. Et là, bien, juridiquement, je ne saisis pas toutes les possibilités que le Québec peut avoir, mais il me semble qu'on pourrait réfléchir à l'interdiction de la luzerne OGM au Québec, étant donné qu'on est dans une plante pérenne et donc qu'il peut y avoir contamination croisée. Et pour le moment, là, on ne touche pas à ça. Il y a le Lac-Saint-Jean qui s'est mobilisé en disant « nous, on n'en veut pas », mais jusqu'au jour où un vendeur d'intrants va en vendre. Là. Et donc,
cette réflexion-là ne se fait pas. Et je dirais qu'au lieu de dire est-ce qu'on va étiqueter OGM, qu'on se pose la question à la source. Est-ce qu'on doit absolument les utiliser? Et moi, je ne dis pas parce qu'ils sont bons ou pas bons, parce que ça représente une opportunité de marché. Mais je pense aussi qu'il y a des enjeux scientifiques importants qui se posent sur ces techniques-là. Il y a un saumon transgénique qui vient d'être approuvé, apparemment qui a été vendu au Québec. Oui, on a pu en consommer sans savoir. Alors donc, tu sais, et là, bon, les saumons, ça bouge, contrairement à des plantes. Alors, d'un point de vue de la contamination des stocks de poissons, par exemple, ça pose de sérieuses questions. Et effectivement, le débat ne se fait pas. Je pense que ce débat-là doit se faire. Il doit se faire au niveau économique, au niveau scientifique, au niveau de l'impact environnemental, au niveau de la contamination potentielle. Ça me semble fondamental qu'on fasse ce débat-là et qu'on le fasse d'une façon structurée, que le gouvernement fasse une consultation importante là-dessus. Et c'est un des secteurs où le débat est fait. Par exemple, quand on a approuvé le saumon transgénique au Canada, c'est pas un débat qui a eu lieu. On n'a pas sondé la population là-dessus. Il n'y a pas eu des vastes consultations publiques. C'est-à-dire que ça se fait entre l'industrie et les décideurs au gouvernement fédéral. Puis ensuite, le produit arrive sur nos tablettes, les gens ne sont pas au courant et on fait beaucoup de choses, on dirait, pour éloigner la décision du citoyenne ou même du consommateur. Et je ne pense pas qu'on est gagnant là-dedans à terme parce que les citoyens consommateurs sont de plus en plus exigeants, puis il vient un moment donné où ils font plus confiance, ni à l'État, ni aux producteurs, ni aux distributeurs, puis ni aux gens, des détaillants des marchés, les supermarchés. Et quand cette grogne-là commence à couver, là, ça devient très, très difficile de revenir en arrière. Là. Puis on le voit, par exemple, sur l'espèce de décalage qu'il y a en ce moment, l'absence d'acceptabilité sociale pour des projets dans le secteur énergétique, dans le secteur du pétrole, par exemple. Ce n'était pas le cas il y a 15 ou il y a 20 ans. Aujourd'hui, ça l'est. Et la stratégie qui a été d'éloigner les décisions des citoyens n'a pas fonctionné. Éventuellement, ça fait l'effet boomerang. Et je pense que les gouvernements, en ce moment, nous rendent pas service dans des dossiers comme les OGM en ne permettant pas une plus grande participation des gens parce que, éventuellement, les gens perdent confiance dans les processus d'approbation, dans les produits qui sont sur les tablettes, dans tout le monde. Et on le sait, là, comment on vit une crise de confiance en ce moment, c'est pas en se cachant qu'on va rétablir la confiance des gens. Bien, j'étais pour vous demander, en conclusion, qu'est-ce que vous avez envie de témoigner, mais Karel, déjà, oui, je pense que c'était une belle conclusion. Quelque chose à ajouter, non? Non. Tout a été dit. Daniel, en conclusion? Général? Bien, oui. Alors, je vais revenir à ce que j'ai mentionné précédemment. On a une agriculture plurielle et diversifiée au Québec. On a des réalités régionales et par production qui sont complètement différentes. Pourquoi on ne donnerait pas la latitude aux filières et aux régions de définir en partie les programmes qui seraient pertinents pour eux? Merci. Sidney? Bien, moi, je dirais, on se donne une politique. Généralement, c'est pour un petit bout de temps. C'est pas pour quelques mois, on l'espère en tout cas. Je pense qu'il faut absolument que cette politique-là soit préparée dans le contexte des changements climatiques, tant au niveau on a parlé d'opportunités, on a parlé de risques, on a parlé d'impératifs économiques, d'impératifs des consommateurs. Alors, il faut absolument qu'on réfléchisse aux tenants et aboutissants de ce que ça veut dire pour l'agriculture au Québec dans les 10-15 prochaines années, de continuer à évoluer dans un contexte où toute la planète va être en train d'essayer de réduire ses gaz à effet de serre, d'une part, et qu'on sait qu'on va vivre des changements climatiques et qu'il va y avoir des impacts importants ici au Québec. Michel, qu'est-ce qu'on souhaite à nos producteurs? Bien, à nos producteurs, je nous souhaite, à nous, nos prédécesseurs et à nous, la génération qui vient, et aux suivantes, d'avoir une politique qui va faire en sorte que l'agriculture soit forte au Québec, qu'elle permette d'être transférée d'une génération à l'autre. Quand je dis génération, c'est au sens large, toujours. Qu'elle soit viable, qu'elle permette aux gens d'ici de se nourrir et d'offrir aux gens d'ailleurs aussi un produit de qualité et qu'on en soit fier de notre agriculture au Québec. Merci. Marcel? Bien, moi, tout d'abord, j'aimerais remercier Karel
Daniel et Sydney, d'avoir, naturellement Michel, là, mais d'avoir participé à cette discussion-là. C'est plutôt rare qu'on réunit des gens d'un univers aussi différent pour parler d'une politique agricole et alimentaire. Donc, ça nous a permis d'énoncer nos points de vue, puis de donner une perspective de nos attentes par rapport à cette future politique-là. Oui. Puis c'est un peu aussi, je dirais, propre au Québec, là, qu'on soit capable, entre agriculteurs, groupes environnementalistes, de discuter puis d'échanger sur nos enjeux. Puis, ce qui a bien ressorti aussi, c'est ce que des consommateurs et des citoyens attendent versus les enjeux de compétitivité et de marché auxquels l'agriculture doit répondre. Alors ça, c'est intéressant. Puis, la future politique devra concilier ces éléments-là. Un des ajouts, par exemple, dans cette politique-là qu'on devrait avoir, c'est pour se conformer aux règles de bien-être animal, il faut investir sur nos entreprises. On devrait avoir des programmes qui permettent cette conversion-là pour qu'on demeure à la fois compétitif sur les marchés, mais qu'on réponde aux attentes de nos consommateurs. L'agro-environnement, c'est la même chose. Donc, on a un beau chantier devant nous, je pense, si on veut répondre à nos citoyens et développer une agriculture qui, pour les 25, 30, 50 prochaines années, sera compétitive à l'échelle internationale, puis va répondre à des demandes des citoyens d'ailleurs également par rapport à l'environnement et à tous les enjeux auxquels on fait face. Ouais. Alors moi, j'ai trouvé notre rencontre très intéressante, puis ce que je souhaiterais de cette politique-là, bien, je vais le dire carrément, qu'elle survive au prochain gouvernement. Parce qu'on arrive à la fin d'un cycle gouvernemental, on a des élections en 2018, la politique va être énoncée au printemps 2018, mais moi, je fais le souhait simplement là, qu'elle puisse survivre à la prochaine élection et qu'on ne recommence pas une autre consultation dans 12 mois. Ouais. Michel Lalancette, Karel Méran, Daniel Mercier-Gouin, Sydney Ribault, Marcel Groslo, merci beaucoup. En tant que consommatrice, mère de famille et fille qui affectionne le monde agricole, ça a été franchement intéressant. Puis j'espère que vous, et bonjour aux gens qui étaient présents, je ne vous ai pas salué au départ, mais merci d'avoir été là aujourd'hui. Et vous, bien, qui nous avez écoutés, j'espère que vous avez apprécié cette rencontre. Alors, juste le temps de vous dire qu'il y a un courriel d'évaluation qui vous sera expédié à chacun de vous, chers participants, participantes. Les évaluations sont anonymes et permettent aux organisateurs de toujours faire mieux et toujours possible de visionner aussi les webinaires en rediffusion. Et je vous invite à visiter la plateforme de formation U+, uplus.upa.qc.ca, où se retrouvent toutes les formations qui sont offertes, en fait, produites par l'UPA. Le prochain webinaire se déroulera le 14 novembre prochain et aura comme thème l'impact économique des changements climatiques en agriculture. On vous invite donc à être nombreux. Voilà, c'est ce qui met fin à ce webinaire. Merci beaucoup. Merci à toi. C'est un plaisir.